Comment Apple a révolutionné la publicité avec la campagne 1984, une analyse en profondeur. Introduction. Bonjour et bienvenue sur InnovBiz, votre chaîne préférée pour découvrir les secrets du monde des affaires, des entreprises et de l'innovation. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des campagnes publicitaires les plus iconiques de l'histoire, la campagne 1984 d'Apple. Cette campagne, lancée il y a près de 40 ans, a non seulement marqué un tournant dans l'histoire d'Apple, mais a également redéfini les règles de la publicité. Alors, préparez-vous à découvrir comment une seule publicité a pu changer le cours de l'histoire. Avant de plonger dans les détails de la campagne 1984, il est essentiel de comprendre le contexte historique dans lequel elle a été créée. Les années 80 étaient une période de grande innovation technologique, avec l'émergence des ordinateurs personnels. L'émergence des ordinateurs personnels. Les années 70 et 80 ont vu l'émergence des ordinateurs personnels, qui ont révolutionné la façon dont les gens travaillaient et communiquaient. Les premiers ordinateurs personnels, tels que l'Apple II et le Commodore 64, ont ouvert la voie à une nouvelle ère de technologie domestique. Cependant, ces ordinateurs étaient souvent complexes et nécessitaient une certaine connaissance technique pour être utilisés. Le rôle d'Apple dans l'émergence des ordinateurs personnels. Apple, fondé en 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, a joué un rôle crucial dans cette révolution. L'Apple II, lancé en 1977, était l'un des premiers ordinateurs personnels à succès. Il était conçu pour être user-friendly et a ouvert la voie à une nouvelle génération d'ordinateurs personnels. La dominance d'IBM. IBM, l'un des géants de l'informatique, dominait le marché des ordinateurs personnels avec ses produits robustes et fiables, mais souvent coûteux et peu accessibles au grand public. IBM était perçue comme une entreprise conservatrice et traditionnelle, ce qui la rendait moins attractive pour les consommateurs à la recherche de something de nouveau et d'innovant. La stratégie de marketing d'IBM. IBM utilisait une stratégie de marketing traditionnelle, axée sur les fonctionnalités techniques et la fiabilité de ses produits. Cependant, cette approche ne parvenait pas à toucher le grand public, qui recherchait des produits plus accessibles et plus faciles à utiliser. Apple, la nouvelle venue. Apple, en revanche, était une entreprise jeune et dynamique, prête à défier les conventions. Fondée par Steve Jobs et Steve Wozniak, Apple avait déjà fait parler d'elle avec l'Apple II, l'un des premiers ordinateurs personnels à succès. Cependant, Apple cherchait à aller plus loin et à révolutionner le marché avec un produit encore plus innovant. La vision de Steve Jobs. Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, avait une vision claire de ce qu'il voulait créer. Il voulait des produits qui non seulement fonctionnaient bien, mais qui étaient également beaux et faciles à utiliser. Cette vision allait devenir la base de la stratégie de marketing d'Apple. La conception de la campagne. La campagne 1984 a été conçue par l'agence de publicité Chiat&Day, sous la direction de Lee Clow et Steve Eden. L'idée était de créer une publicité qui ne ressemblerait à rien de ce qui existait à l'époque. Ils ont tiré leur inspiration du roman dystopique 1984 de George Orwell, publié en 1949. L'inspiration de George Orwell. Le roman 1984 de George Orwell décrit un monde dystopique où le gouvernement totalitaire, dirigé par Big Brother, exerce un contrôle absolu sur la population. La société est caractérisée par la surveillance constante, la censure et la répression de toute forme de dissidence. Cette vision sombre et oppressante a servi de toile de fond pour la publicité d'Apple. L'analyse du roman. Le roman 1984 est une critique de la société totalitaire et de la perte de liberté individuelle. Il met en scène un personnage principal, Winston Smith, qui commence à remettre en question l'autorité de Big Brother et finit par se révolter contre le système. Cette histoire de révolte et de liberté a inspiré la publicité d'Apple. La création de la publicité. La publicité montre une jeune femme, jouée par Anya Major, qui lance un marteau sur un écran géant où un homme ressemblant à Big Brother s'adresse à une foule de personnes en gris, assises et immobiles. La scène est sombre et oppressante, symbolisant la domination d'IBM sur le marché des ordinateurs. La jeune femme, vêtue d'un short rouge et d'un t-shirt blanc, représente la révolution et la liberté. Le tournage et la production. Le tournage de la publicité a été réalisé par le célèbre réalisateur Ridley Scott, connu pour ses films comme Alien et Blade Runner. Scott a apporté son expertise en matière de création d'atmosphères sombres et oppressantes, ce qui a renforcé l'impact de la publicité. Le message et l'impact. Le message de la publicité est clair,
Apple se positionne comme la révolutionnaire qui va briser les chaînes de la domination d'IBM et offrir une alternative innovante et libératrice. Le slogan Why 1984 Won't It Be Like 1984, pourquoi 1984 ne sera pas comme 1984, renforce cette idée. La diffusion et la réception. La publicité a été diffusée pour la première fois pendant le Super Bowl 18 en 1984, ce qui a permis à Apple de toucher un public massif. L'impact a été immédiat et colossal. La publicité a généré un buzz considérable, avec des millions de personnes qui en ont parlé autour de la télévision et dans les médias. Les réactions et les controverses. La publicité a suscité des réactions mitigées. Certains ont loué son originalité et son audace, tandis que d'autres l'ont critiqué pour son caractère trop sombre et trop politique. Cependant, l'objectif d'Apple était justement de créer un débat et de se faire remarquer. Analyse et stratégie de marketing. Soit vous êtes un fan d'Apple, soit vous n'avez jamais entendu parler de cette campagne, mais une chose est certaine, la campagne 1984 a été un coup de maître en termes de stratégie de marketing. Voici quelques éléments clés qui ont contribué à son succès. Innovation et risque. Apple a pris un risque énorme en créant une publicité si différente de ce qui se faisait à l'époque. Cela a payé, car la publicité a été perçue comme audacieuse et innovante, des qualités qui sont devenues synonymes de la marque Apple. Le rôle de l'innovation dans la stratégie de marketing. L'innovation a toujours été au cœur de la stratégie de marketing d'Apple. En créant des produits et des campagnes publicitaires innovants, Apple a réussi à se démarquer de la concurrence et à attirer l'attention du public. Storytelling. La publicité raconte une histoire simple mais puissante. Elle crée un univers dystopique et oppose à cela une héroïne qui symbolise la révolution et la liberté. Ce storytelling a captivé le public et a laissé une marque indélébile dans la culture populaire. L'importance du storytelling en marketing. Le storytelling est une technique de marketing puissante qui permet de créer une connexion émotionnelle avec le public. En racontant des histoires, les marques peuvent transmettre leurs valeurs et leurs messages de manière plus engageante et plus mémorable. Positionnement de marque. La campagne a permis à Apple de se positionner comme une marque qui défie les conventions et qui offre des produits innovants et libérateurs. Cela a aidé à créer une communauté de fans fidèles qui partagent les valeurs de la marque. Le positionnement de marque d'Apple. Apple a toujours cherché à se positionner comme une marque qui pense différemment. En adoptant une approche innovante et audacieuse, Apple a réussi à créer une identité de marque forte et distinctive. SEO et optimisation des réseaux sociaux. Même si la campagne 1984 a été lancée bien avant l'ère des réseaux sociaux et du SEO, son impact durable montre comment une campagne bien conçue peut continuer à générer du contenu et des discussions années après sa sortie. Aujourd'hui, des vidéos et des articles sur cette campagne continuent à être partagés et discutés en ligne. L'impact des réseaux sociaux sur la publicité. Les réseaux sociaux ont révolutionné la façon dont les marques communiquent avec leur public. En créant du contenu engageant et en interagissant avec les utilisateurs, les marques peuvent amplifier leur message et atteindre un public plus large. Le lancement du Macintosh 128K. La campagne 1984 était étroitement liée au lancement du Macintosh 128K, le nouveau produit révolutionnaire d'Apple. Le Macintosh 128K était le premier ordinateur personnel à utiliser une interface graphique utilisateur, GUI, et une souris, ce qui était une innovation majeure par rapport aux ordinateurs de l'époque qui utilisaient des lignes de commande. Les caractéristiques du Macintosh 128K. Le Macintosh 128K, lancé le 24 janvier 1984, était un ordinateur personnel révolutionnaire pour son époque, avec plusieurs caractéristiques innovantes qui le distinguaient des autres ordinateurs disponibles sur le marché. Processeur et mémoire. Le Macintosh 128K était architecturé autour d'un microprocesseur Motorola 68000 cadencé à 8 MHz. Il disposait de 128 KB de DRAM, qui n'était pas extensible. De cette mémoire, environ 16 KB étaient utilisés pour le système, 22 KB pour l'affichage sur l'écran, laissant environ 90 KB pour les autres applications. Écran et affichage. Le périphérique d'affichage intégré au boîtier était un écran CRT 1 bit noir et blanc d'un diamètre de 9 pouces et d'une définition de 512 x 342 pixels. Cet écran établissait la norme de 72 pixels par pouce, PPP, pour la PAO, publication assistée par ordinateur. Périphérique et connectique. Le Macintosh 128K disposait de plusieurs ports et connecteurs pour les périphériques.
Il y avait deux ports série RS422DE9 standard, étiquetés modem et printer, qui permettaient de connecter une imprimante et un modem. Un lecteur de disquette externe pouvait également être connecté via un connecteur propriétaire. Le clavier et la souris utilisaient des protocoles propriétaires simples, permettant l'utilisation de périphériques tiers. Le clavier fourni par Apple ne disposait ni de touches directionnelles ni de pavé numérique, bien qu'un pavé numérique pouvait être acheté séparément. La souris du Macintosh, comme celle de l'Apple Lisa, ne disposait que d'un seul bouton. Stockage. Le Macintosh 128 a embarqué un lecteur de disquette 3,5 pouces simple face de 400 KB. Il ne disposait d'aucun emplacement pour un autre périphérique de stockage interne, et donc, le système devait être lancé à partir d'une ou plusieurs disquettes qui contenaient le système, les applications et les données créées par les applications. Un lecteur de disquette externe, le Macintosh External Disk Drive, était vendu par Apple pour $495. Système d'exploitation. Le Macintosh 128 a été livré avec le tout premier système Finder, connu alors sous le nom de système 1.0, en fait, version 0.97 lors du lancement, suivi par la version 1.1. Le Macintosh 128 a connu 3 améliorations du système avant d'être retiré du marché. Apple recommandait pour son utilisation le système 2.0 et Finder 4.2 ou au plus système 3.2 et Finder 5.3. Officiellement, le système 4.0 ne fut pas supporté par le Macintosh 128 car livré sur des disquettes 800 KB, qu'il était incapable d'utiliser. Logiciel. Le Macintosh 128 a été livré avec les applications MacPaint et MacWrite. D'autres logiciels étaient également disponibles, tels que MacProject, MacTerminal et Microsoft Word. Refroidissement et design. Le Macintosh 128 ne disposait d'aucun ventilateur. La dissipation de la chaleur était opérée grâce à un refroidissement par convection, ce qui rendait l'appareil relativement silencieux lorsqu'il était en marche. Steve Jobs insista à l'époque pour que le Macintosh soit livré sans aucun ventilateur. Prix et vente. Le Macintosh 128 a été commercialisé à un prix de $2 495 aux États-Unis lors de son lancement. Les ventes étaient bonnes au début, avec 70 000 unités vendues le 3 mai 1984, mais elles diminuèrent fortement par la suite. La production du Macintosh 128 a été arrêtée le 1er octobre 1985. Héritage et impact. Le Macintosh 128 a marqué un tournant dans l'histoire de l'informatique personnelle en introduisant l'interface graphique utilisateur, GUI, et la souris à un public plus large. Même si ses limitations en termes de mémoire et de stockage étaient évidentes, il a ouvert la voie à une nouvelle génération d'ordinateurs personnels plus accessibles et plus user-friendly. Évolution et successeur. Le Macintosh 128 a été suivi par plusieurs modèles qui ont résolu certaines de ses limitations. Le Macintosh 512K, lancé plus tard en 1984, offrait plus de mémoire vive et des améliorations mineures par rapport au modèle original. Le Macintosh Plus, introduit en 1986, était une évolution significative avec plus de mémoire, un port SCSI pour connecter des périphériques externes, et la capacité de démarrer sur un disque dur. Macintosh 512K. Le Macintosh 512K était une mise à jour du Macintosh 128K, avec 512 KB de mémoire vive. Cette augmentation de mémoire permettait de mieux gérer les applications et les données, mais il partageait encore les mêmes limitations en termes de stockage et de connectique que le modèle original. Macintosh Plus. Le Macintosh Plus était une évolution majeure des premiers Macintosh. Il disposait de 1 mégaoctet de mémoire vive extensible à 4 mégaoctets, d'un port SCSI pour connecter des périphériques externes tels que des disques durs et des lecteurs CD-ROM, et d'un système d'exploitation amélioré, système 3.0/Finder 5.1, qui prenait en charge la norme SCSI et le système de fichiers HFS, Hierarchical File System. Conclusion. Le Macintosh 128K, malgré ses limitations, a été un pas crucial dans l'évolution des ordinateurs personnels. Il a introduit des concepts innovants tels que l'interface graphique utilisateur et la souris, et a ouvert la voie à des générations d'ordinateurs plus avancés et plus accessibles. Son impact sur l'industrie informatique et la culture populaire est indéniable, et il reste un symbole de l'innovation et de la vision de Steve Jobs et de l'équipe d'Apple. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse en profondeur du Macintosh 128K. Nous sommes impatients de partager avec vous d'autres histoires inspirantes et éducatives sur le monde des affaires et de l'innovation. À la prochaine!